Nous allons maintenant aborder une question très importante dans le monde scientifique dans lequel nous vivons aujourd'hui. Elle est également très importante pour ceux qui veulent choisir de croire en ce que dit la Bible ou en ce que dit la science. Y a-t-il eu ou non un déluge universel? C'est une question cruciale. Dieu vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre, et que toutes les pensées de son cœur n'étaient que malice continuelle. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et son cœur en fut attristé. L'Éternel dit, « Je ferai disparaître de la surface de la terre l'homme que j'ai créé, les hommes et les bêtes, les reptiles et les oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. » Mais Noé trouva grâce aux yeux du Seigneur. Nous avons cette histoire étonnante où la Bible dit qu'il y a eu un déluge universel et que Dieu a détruit l'homme de la surface de la terre. Dans la Genèse, au chapitre 7, verset 11, il est dit « La 600e année de la vie de Noé, le 2e mois, le 17e jour du mois. » C'est assez précis. Le jour même où toutes les sources du grand abîme se brisèrent et où les fenêtres du ciel s'ouvrirent. Il y a donc eu un jaillissement d'eau souterraine. De même, les fenêtres du ciel étaient ouvertes. Il pleuvait du haut. D'une manière ou d'une autre, la terre a dû se fendre, et d'énormes colonnes d'eau ont jailli de la terre. Peut-être qu'une fissure a fait le tour de la terre, ouvrant une fente d'où l'eau a jailli sous une forte pression. C'est ce que dit la Bible. Je ne fais que lire ce qu'elle dit. Personne ne sait ce qui l'a causé. Certains pourraient supposer qu'un astéroïde ou quelque chose d'autre a frappé la Terre et qu'il s'est écrasé, provoquant cet événement. Pour l'instant, nous ne pouvons pas dire si c'est le cas ou non. Dans Amos 9, verset 6, il est dit « C'est lui qui bâtit ses récits dans les cieux et qui a fondé sa troupe sur la terre. C'est lui qui appelle les eaux de la mer et les répand sur la face de la terre. Le Seigneur est son nom. » Voici donc une description de la prise des eaux de la mer et de leur déversement sur la terre. C'est ce que nous avons vu dans la conférence précédente. Les sédiments qui se trouvaient au fond des océans sont maintenant déposés ici, sur les bassins terrestres, et lorsqu'ils sont soulevés, la colonne géologique se forme. Tous les sédiments se trouvent sur la terre ferme, alors qu'ils devraient se trouver au fond de la mer. Cela correspond à ce que dit Amos au chapitre 9, verset 6. Si ce déluge a duré 1 an et 17 jours selon sa chronologie et a atteint son point culminant après environ 5 mois, là où la Bible dit que les eaux ont recouvert la terre, alors tout était sous l'eau. Et si tout était sous l'eau, cela signifie que tout a été détruit. Et même dans le Nouveau Testament, il est dit « Le déluge vint et les emporta tout ». Or, la science ne peut pas se permettre un déluge universel, car cela détruirait toute vie terrestre. La vie terrestre et l'ensemble du processus d'évolution devraient partir du point A, mais comme ils doivent trouver leur origine à la base de la colonne, cela poserait un problème majeur. L'histoire devrait se répéter une seconde fois. Alors évidemment, ils peuvent concevoir un déluge local, mais un déluge universel ? Pas question. Maintenant, si nous regardons cette colonne géologique, il y a des caractéristiques très intéressantes. Voici la colonne géologique en fonction de ces périodes. En haut, il y a la couche tertiaire où se trouvent les mammifères, les oiseaux et toutes les créatures que nous voyons aujourd'hui. Mais il y a une couche intéressante en dessous que l'on appelle le Crétacé. C'est une couche intéressante. Examinons-la plus en détail. Voici les couches précambriennes. Ensuite, vous avez le Paléozoïque qui commence avec le Cambrien.
C'est là que toutes les premières macroformes de vie sont apparues selon la théorie. Vient ensuite le Trias, puis le Jurassique, puis le Jurassique. Vous vous souvenez de ceux qui ont vu le film Jurassic Park? C'est l'époque où tous les dinosaures étaient censés vivre. Et puis, il s'est passé quelque chose, et ils ont tous disparu. C'est ce que la science appelle la limite KT. Le Crétacé, en allemand, c'est Kreide. Couche de craie, Kreide avec quai, limite tertiaire TKT. Et ici, vous avez des extinctions massives. Et vous commencez avec les couches supérieures. Le Crétacé. Qu'est-ce que cela signifie? Pourquoi l'appelle-t-on la couche du Crétacé? On l'appelle la couche Crétacée parce qu'elle est constituée d'organismes marins. Vous avez ici toutes ces suppositions intéressantes sur ce à quoi aurait pu ressembler le Crétacé, avec toutes ces créatures marines intéressantes qui flottent autour. Dans certaines régions, cette couche est très visible, comme ici, aux falaises blanches de Douvres par exemple. Vous avez cette couche de craie massive. Dans d'autres régions du monde, la couche de craie est relativement plate. De quoi se compose cette craie? N'oubliez pas qu'il s'agit de la couche dont nous parlons dans la colonne géologique. C'est ce qu'elle contient au microscope. Si vous l'examinez au microscope, vous verrez tous ces corps microscopiques de squelettes d'algues constitués de carbonate de calcium. Voici d'autres organismes. Il s'agit de coquilles de foraminifères. Ce sont de minuscules créatures unicellulaires de l'océan qui sont constituées de carbonate de calcium. Les foraminifères sont de minuscules organismes unicellulaires. C'est essentiellement ce que vous verrez au Crétacé. Tous ces organismes marins, toutes ces coquilles, et tout cela ne peuvent se produire qu'où? Dans l'eau. Cela ne peut se produire que dans l'eau. Il y a autre chose d'intéressant. Il y a une couche ici, dans le bassin de Bighorn, où vous avez les couches mésozoïques et paléozoïques en dessous, puis les couches cénozoïques au-dessus. Ce sont les couches les plus jeunes. La limite dont nous parlons se trouve donc là-bas. C'est sur cette ligne que l'on trouve la craie, des dépôts de craie. Que doit-il se passer pour que la craie se forme? Comment la craie se forme-t-elle? Ces organismes marins, lorsqu'ils se déposent, lorsqu'ils meurent, et que la matière organique disparaît, tout ce qui reste, c'est cette coquille de carbonate de calcium qui forme une couche blanche. Cela se produit-il aujourd'hui? Oui. Pourquoi nos bassins océaniques ne sont-ils pas remplis de craie? Parce que les océans sont si profonds que les matériaux qui s'y forment se dissolvent en cours de route et que rien n'atteint le fond. Vous me suivez? Mais si vous alliez plonger dans la dorsale médio-atlantique, sous l'océan, où les sommets des montagnes sont très élevés, vous trouveriez une couche de craie au sommet de chacune de ces montagnes, sous l'océan Atlantique. Vous auriez donc l'impression de nager dans les Alpes, des montagnes au sommet blanc. C'est vraiment génial. Comment cela s'est-il produit? L'océan doit être peu profond pour que la craie se forme. L'océan qui existait devait donc être relativement peu profond. Et jusqu'où s'étendait-il? La couche du Crétacé est la seule couche universelle. Prenez-en note. La couche Crétacée est la seule couche qui s'étend d'un continent à l'autre, et dans certaines régions, elle est épaisse, dans d'autres, elle l'est moins. Mais elle est universelle, couvre tous les continents et repose sur la même roche de base. Ma question est donc la suivante. Si cette couche est universelle, cela ne peut signifier qu'une chose. De quoi s'agit-il? Que le monde entier devait être sous l'eau en même temps. Et si c'est le cas, alors nous pouvons vraiment arrêter cette conférence maintenant. L'affaire est faite. Il y a bien eu un déluge universel. Mais il y a d'autres faits intéressants. Si vous allez dans cette région, vous trouverez une petite montagne au sommet. Elle s'appelle Beartooth Butte. Et il y a ici deux immenses chaînes de montagnes, les Bighorn Mountains et les Beartooth Mountains. Il y a un pli à cet endroit. Il est donc évident que ce qui s'est passé, c'est que cette chaîne a été soulevée,
et que celle-ci a également été soulevée. Entre les deux, il y a ces couches, qui sont ici en rouge, et qui représentent le même type de couches que l'on trouve au fond du Grand Canyon et dans d'autres endroits. Les couches paléozoïques et mésozoïques se trouvent donc ici, mais remarquez qu'elles sont courbées sur les bords. Voyez-vous cela? Elles sont pliées le long du soulèvement de la montagne. Imaginez maintenant qu'avant que cette chaîne de montagnes n'existe, vous l'aplatissiez, l'abaissiez et l'aplatissiez, et que seules les couches rouges la recouvrent. Et puis, de l'eau par-dessus. Imaginez que la craie tombe sur les couches rouges. Ensuite, vient le soulèvement, et ces couches sont pliées. Il est évident que ces couches devaient être là lorsque le soulèvement a eu lieu, sinon elles n'auraient pas été pliées. Est-ce exact? Mais lorsque vous passez aux couches supérieures, elles ne sont pas courbées. Qu'est-ce que cela vous dit? Cela signifie qu'elles n'étaient pas là lorsque la montagne a été soulevée, et qu'elles sont arrivées après. Et que fait cette chose là-haut? Il s'agit d'une relique composée du même matériau que celle trouvée en bas. Cela pose un problème à la science. Avec ces grandes échelles de temps, les remontées modernes et toutes ces choses, comment cela a-t-il pu se produire? Comment ce matériau arrive-t-il là-haut? La science doit en fait pousser cette montagne sur 10 000 pieds. On appelle cela le chevauchement. Comment y parvient-elle? Voici une autre solution. Peut-être s'agit-il simplement d'une relique de ce qui se trouvait là en tout état de cause. Toutes les couches ont donc recouvert tout ce qui se trouvait là. L'eau s'est précipitée, et avant que tout cela ne soit emporté, que s'est-il passé? L'eau a disparu, et vous avez cette couche de débris de craie. Aujourd'hui, la montagne se trouve au sommet, et on dirait qu'elle a toujours été là. Elle n'a pas l'air d'avoir été poussée vers le haut. La montagne Beartooth tire son nom de ce petit pic. Et si vous atteignez les couches supérieures, celles qui se trouvent au sommet, les couches tertiaires, les jeunes, comme on les appelle, vous trouvez ceci? Ce sont des coquilles orientées dans le sens de l'écoulement des cours d'eau. Qu'est-ce que cela vous apprend? Qu'ils ont été déposés rapidement. Cela n'a pas pu se faire lentement. En plus, vous avez des feuilles vertes enterrées, c'est très étrange. Rien de tel ne se produit aujourd'hui. Des feuilles vertes enterrées? Et si vous prenez un scénario moderne comme l'éruption de Sainte-Hélène, où vous avez eu d'énormes débris de bois et de matériaux, imaginez une telle situation. Imaginez maintenant un monde recouvert d'eau, avec une prolifération d'algues et la formation d'une couche blanche de craie. Dans certaines régions, elle apparaît plus tôt que dans d'autres, de sorte que la couche est mince. Dans d'autres régions, elle apparaît plus tard, et la couche est donc épaisse. Combien de temps faut-il pour que cette couche de craie se forme? Pour que la craie soit aussi épaisse? On pourrait imaginer qu'il a fallu des milliers d'années. Non. Aujourd'hui, nous savons que les efflorescences algales sont telles dans des circonstances perturbées. Ces couches peuvent se former très rapidement, en l'espace de quelques mois. Car même après le soulèvement, les bassins océaniques continuaient à descendre lentement dans certaines régions. Nous savons d'ailleurs que les bassins océaniques descendent lentement. Comment le savons-nous? Parce qu'il y a des îles coralliennes dans le Pacifique. Le corail ne peut pas se développer s'il n'est pas en contact avec la lumière. Il ne peut pas se développer. Il faut de la lumière. Pourtant, on trouve des îles coralliennes au fond du Pacifique. Que font les îles coralliennes mortes au fond du Pacifique? Avec une énorme colonne d'eau au-dessus, le corail n'a pas pu commencer à se développer là-dessous, car il n'y a pas de lumière. Quelle est donc la seule solution? Le fond devait être plus haut, et le corail s'est développé, mais le bassin s'est tassé trop vite pour que le corail puisse suivre, et il est mort. Dans d'autres zones, le corail va du bas vers le haut. Il a donc dû descendre suffisamment lentement pour que le corail puisse suivre le rythme de la chute. Nous avons découvert aujourd'hui qu'avec le taux de croissance du corail, il est tout à fait possible de l'inscrire dans un court laps de temps. Il n'y a aucun problème. Imaginez maintenant un monde détruit, plein de débris de millions et de millions d'arbres enterrés ou flottant dans l'eau.
Si vous prenez les couches supérieures, il y a beaucoup de preuves de la présence d'eau ici. Vous avez des algues, des matériaux de marais. Vous avez des fougères aquatiques, il y a un fossile, il y a une fougère vivante. Vous avez des nids de libellules, beaucoup d'environnements humides. Vous avez des feuilles vertes, comme ce être enterré en Europe dans les rochers, ou celle-ci, une feuille de bois de fer de Perse, ce qui nous indique qu'il devait s'agir d'une période très chaude. Et puis, au sommet, vous avez ces énormes bassins d'eau. Si vous allez aux États-Unis, si vous allez au lac Salé, vous trouverez ce lac Salé aujourd'hui, qui n'est qu'un minuscule vestige d'un immense lac, qui était autrefois le lac Lahontan. Vous pouvez encore voir à l'horizon le niveau où se trouvait ce lac dans un passé récent. En effet, ce lac se trouve juste au-dessus. Si vous allez au Sahara, tout le désert du Sahara est un bassin qui était récemment sous l'eau. En fait, si vous allez au Soudan et en Éthiopie, qui sont aujourd'hui presque des déserts il y a seulement 2000 ans, il y avait d'immenses zones d'escargots d'eau douce. Les choses ont donc dû être très humides dans un passé pas si lointain. La science vous dira, non, attendez une seconde. Si j'observe les lacs aujourd'hui et que je regarde la paroi du lac, je peux voir des couches de boue. On les appelle des varves. Et ils disent qu'on peut les compter. 1, 2, 3. Des milliers de varves. Tout est donc vieux de centaines de milliers d'années. Parce qu'ils disent que chacune de ces couches s'est formée en un an. Eh bien, voici une feuille enterrée dans ces varves. 1, 2, 3, 10, jusqu'à 45 varves. Vous devez admettre que cette feuille est plutôt résistante. Elle a attendu 45 ans pour être enterrée. Il ne s'agit donc pas du tout d'anneaux annuels. Ce sont des anneaux d'événements. Une tempête de pluie varve, un changement de direction du vent varve. Tout peut provoquer une varve. Il s'agit du plus grand gisement de lignite au monde. Il se trouve en Serbie. J'ai eu le privilège de m'y rendre il n'y a pas si longtemps. C'est un immense champ de charbon, le plus grand du monde. Et ils sont en train de creuser pour extraire tout ça. En regardant, vous verrez des couches et des couches et des couches et des couches de charbon brun. Entre les deux, de petites couches de boue montrent qu'il s'agit d'un dépôt d'eau. Ensuite, vous avez ces énormes amas ou couches de craie blanche. Dans ce cas, la craie est formée par un minuscule micro-organisme appelé radiolarium. Il s'agit également d'un organisme marin flottant. Et les voilà. Qu'est-ce qu'une couche marine fait dans une forêt ? J'ai eu le privilège de me promener avec les géologues de la région. Voici 2 coquillages qui sortent de cette forêt ou de cette couche de lignite. Seriez-vous d'accord pour dire qu'il s'agit d'un phénomène intéressant à trouver dans une forêt ? Avez-vous des coquillages marins qui flottent dans vos forêts ? Oui ou non ? J'en doute. Voici le scientifique que j'ai accompagné. C'est un géologue de formation qui a grandi dans le système communiste. Il a été formé à la théorie de l'évolution et il a marché avec moi et m'a dit « Vous savez quoi ? Je fume beaucoup, me dit-il. » Je lui ai demandé pourquoi il fumait beaucoup. Ce n'est pas très sain. Et il m'a répondu « Je fume beaucoup parce que je dois beaucoup mentir. Je fume beaucoup parce que je dois beaucoup mentir. » Et là, il ramasse un morceau de craie, ce matériau radiolaire, et il dit « Je sais que tout cela s'est passé sous l'eau, mais je dois dire aux gens qui viennent ici que cela s'est passé dans une situation forestière, que tout cela ne s'est jamais passé sous l'eau. » Il s'agit d'une énorme inondation catastrophique. C'est la seule explication. Et si nous regardons le bois, vous pouvez le ramasser. Il se trouve là, entre le charbon. Une partie est transformée en charbon, une autre est encore du bois. Voici un morceau dont la partie inférieure s'est transformée en charbon et dont la partie supérieure est encore en bois. Quel est son âge ? Combien de millions d'années pensez-vous que cela fait ?
Comme les jours de Noé, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Car, comme dans les jours qui précédèrent le déluge, on mangeait et on buvait, on se mariait et on donnait en mariage. Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche et ne le sut pas, jusqu'à ce que le déluge vienne et en emporte combien? Tout le monde! Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Tout a été emporté. C'est pourquoi la Bible dit qu'il y a eu un déluge. Et la Bible dit que le déluge était un jugement. Voici une lettre adressée au magazine Time. Moïse était détesté en son temps parce qu'il disait la vérité. S'il avait vécu en ces temps obscurs, il aurait été 2 fois plus détesté. La science ne peut s'accorder sur un déluge universel. Alors pourquoi avons-nous les caractéristiques que nous avons aujourd'hui? Si vous observez la planète aujourd'hui, vous avez l'impression qu'à un moment donné, elle a pu être collée les unes aux autres. Le puzzle ne s'emboîte pas très bien. Mais dans certains domaines, généralement si vous prenez les étagères, il y a une certaine forme d'emboîtement. C'est à la base de la dorsale médio-atlantique que les continents s'emboîtent le mieux, et de loin. Et si vous regardez les taux d'érosion que nous avons sur la planète, sur les bords de la planète aujourd'hui, elle est si rapide dans certaines régions qu'il est étonnant que tout s'imbrique encore. Savez-vous que la Bible parle de Paul? Paul se promenait dans les régions du Moyen-Orient, et il est question d'Éphèse, où il prêchait. À l'époque, Éphèse était une ville portuaire. Si vous allez à Éphèse aujourd'hui, c'est à quelques kilomètres à l'intérieur des terres. Quand a-t-elle cessé d'être un port? En l'an 800 de notre ère. Tout cela a donc été comblé en seulement 1200 ans. Nous sommes censés croire que 126 millions d'années de remplissage, d'érosion et de changement, et que le puzzle tient toujours? C'est la côte australienne. L'érosion est incroyablement rapide le long des bords. Savez-vous que si vous allez en Angleterre, des villes entières ont déjà disparu? Des villes entières ont disparu à cause de l'érosion des côtes. Et cela se produit si rapidement que si l'érosion avait duré 426 millions d'années, tous les continents auraient dû avoir disparu 12 fois. Il faut vraiment être très crédule pour croire certaines de ces choses. La dorsale médio-océanique fait 46 000 miles de long. La voilà. Elle s'étend jusqu'ici. Et vous avez ces îles là-haut, l'Islande, où il y a encore de l'activité aujourd'hui. Je vous y emmène dans un instant. Si nous mettons les continents ensemble, ils semblent s'emboîter bien qu'il faille découper d'énormes morceaux pour les faire tenir, mais disons qu'ils s'emboîtent quand même. Cette évolution aurait-elle pu être rapide plutôt que lente? Si vous prenez la corne de l'Afrique, il semble bien qu'elle ait été réunie à un moment donné. S'agit-il d'une évolution rapide ou lente? Si c'était rapide, quand cela s'est-il produit? Si l'histoire de l'arche est vraie, comment les animaux se sont-ils redistribués sur la planète? Ce sont des questions intéressantes. Voici quelques recherches intéressantes en cours sur les paléocourants, menées par Arthur Chadwick. Il s'agit d'un travail fascinant. Les paléocourants, ou directions d'écoulement, proviennent des caractéristiques des roches sédimentaires qui révèlent la direction ou le sens du courant du vent ou de l'eau qui a déposé les sédiments. Toutes les roches sédimentaires contiennent des indicateurs de paléocourant, dont certains peuvent être lus et interprétés. Si vous observez les différentes couches de roches, vous constaterez que certaines d'entre elles sont exposées parce que la couche supérieure est fissurée. Vous pouvez voir dans quel sens l'eau s'est écoulée sur cette couche de roche. En observant les caractéristiques, vous pouvez donc dire que le dépôt ici s'est fait dans cette direction. En observant ces caractéristiques, vous pouvez dire que le dépôt s'est effectué ici dans une direction et là dans une autre. Si vous regardez ici, vous pouvez voir que le dépôt était dans cette direction. Ici, vous pouvez voir que si vous regardez ce bourrelet transversal, le dépôt s'est fait dans cette direction. Voilà qui devrait être intéressant. Si la science dit que chacune de ces couches était autrefois la surface de la Terre, examinons-les individuellement dans le monde entier et voyons dans quelle direction l'eau s'est écoulée à cette époque.
Que savons-nous? La base de données contient les résultats de millions de mesures. L'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, l'Australie, la Grande-Bretagne et certaines parties de l'Europe occidentale sont assez bien représentées. C'est donc une grande partie du monde. L'Afrique et l'Antarctique, l'Europe centrale sont modestement représentées. La Chine, la Russie et la majeure partie de l'Asie sont peu représentées. Mais nous avons ici un bon aperçu de la situation mondiale. Je voudrais tout d'abord vous parler des bassins. Un bassin est une sorte de creux qui peut contenir de l'eau. C'est un bassin. Voici un enfant assis dans une bassine. Si vous avez un continent a des bassins et un continent a des zones où l'eau s'écoule dans une direction particulière vers l'océan. Aux États-Unis d'Amérique, par exemple, il y a ces bassins et l'eau s'écoule de toutes les directions vers ces bassins. De plus, il y aura des directions d'écoulement vers l'océan. Il s'agit là d'un scénario moderne typique. Si nous regardons l'aspect général de la situation aujourd'hui, d'un côté, l'eau s'écoule généralement vers la côte. Il y aura des bassins au centre, des bassins où l'eau s'écoule de toutes les directions dans les bassins, puis vous aurez des directions d'écoulement vers les océans, etc. de l'autre côté. Entre tous ces bassins, il peut y avoir des rivières qui s'écoulent vers les océans. C'est un monde moderne typique, et c'est ce à quoi tout monde aurait dû ressembler si les conditions étaient à peu près similaires dans le passé. Est-ce exact? D'accord, est-ce que c'est le cas? La réponse est non. Si nous allons au Paléozoïque, c'est au fond la couche la plus basse. Nous constatons un phénomène très intéressant. Au lieu d'avoir des bassins, il n'y en a pas. D'après toutes les mesures effectuées, il semble que l'eau est coulée dans cette direction. En d'autres termes, d'un côté ici, de la côte est, du sud-ouest, à travers tout le continent. Si vous passez à la couche suivante, le Mésozoïque, que constatez-vous? L'inverse total. Tout à coup, les choses vont dans la direction opposée. Si vous regardez les couches un peu plus élevées, le tertiaire, nous semblons trouver des modèles quelque peu différents. Certains allant dans cette direction, d'autres dans cette direction, d'autres encore dans cette direction. Il semble donc qu'une certaine forme de restauration soit en cours. Un peu plus haut, il semble que certains aillent dans cette direction, d'autres dans cette direction, d'autres dans cette direction, et encore plus haut, il semble y avoir des renversements. Que constatons-nous? En résumé, précambrien, les paléocourants d'Amérique du Nord sont variables d'un bout à l'autre du craton et ne présentent aucun schéma distinctif à l'échelle du continent. En bas de l'échelle, les courants sont identiques à ceux que l'on observe aujourd'hui. Il se peut donc que le précambrien ait été une fois à la surface de la Terre. C'est cohérent. Le Paléozoïque montre soudain des schémas à l'échelle du continent qui s'étendent typiquement vers l'ouest et le sud-ouest à travers le continent. C'est impossible. L'eau ne peut pas couler d'un côté des États-Unis jusqu'à l'autre côté, au Canada et ailleurs. Puis, au cours de la période suivante, elle s'écoule dans la direction opposée. Et au Mésozoïque, c'est exactement le contraire. Il va de l'ouest vers l'est, puis, au Cénozoïque, il semble que le modèle du Crétacé et du Paléozoïque se poursuivent, mais qu'ils deviennent variables, de sorte qu'ils commencent à redevenir normal. Ce qui s'est passé au Paléozoïque et au Mésozoïque est donc inexplicable. Ces tendances ne sont pas prévues dans le modèle géologique standard. Elles révèlent des processus beaucoup plus importants que tout ce que vous observez aujourd'hui, et elles sont compatibles avec le déluge mondial. Passons à l'Amérique du Sud. À quoi vous attendriez-vous au précambrien et au paléozoïque? Précambrien, vous avez des bassins, toutes ces choses étranges, peu de mesures autour. Si vous montez un peu plus haut, tout à coup, boum, l'eau a traversé le continent. Peut-elle le faire aujourd'hui? Non. Qu'est-ce qui se passe ici aujourd'hui? Qu'est-ce que c'est? Une immense chaîne de montagnes. Il est impossible que l'eau puisse couler d'un côté à l'autre, exactement comme en Amérique du Nord. Waouh! L'eau a traversé l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud dans une seule direction au Paléozoïque. Et au Mésozoïque, exactement dans la direction opposée.
Est-ce possible? Non. Ce n'est possible qu'avec le déluge universel. Si vous remontez plus haut, vous recommencez à obtenir la variabilité que vous attendez. En résumé, si vous lisez exactement le même schéma que celui de l'Amérique du Nord, c'est incroyable. En conclusion, les tendances supercontinentales ne sont pas attendues dans le modèle standard de la géologie conventionnelle du socle. Elles ne peuvent pas exister. Il n'y a pas d'explication à venir pour ce que nous pouvons voir dans ces choses. Ces tendances sont donc cohérentes avec les prévisions d'un modèle global catastrophique. C'est la seule chose qui puisse l'expliquer. Si vous mettez tous les continents ensemble, vous obtenez un modèle universel. Les sédiments semblent donc être venus du centre et les directions d'écoulement étaient universelles. Il s'agit donc d'une histoire étonnante qui semble nous indiquer qu'il y a eu un déluge universel.